Donc, PLSQL, c'est un langage de procédural. Donc, ce n'est pas un langage objet, c'est un langage qui se rapporte un peu à comment vous avez utilisé Java à l'intérieur de votre premier cours de prog. C'est un langage qui est compilé et c'est un langage ensembliste. Par là, on entend, c'est un langage qui utilise la force du SQL. Donc, on peut partir en PL, faire un appel à des énoncés SQL, puis après ça, travailler sur les résultats qui vont nous être donnés. Et on a, par exemple, ici, si c'est un cas d'exemple, tu sais, à quoi ça servirait faire du PL dans BD? Par exemple, lorsque j'insère un nouvel emploi dans la table Job, automatiquement, il pourrait se déclencher du code pour aller insérer un nouvel employé. Ici, on a un traitement automatisé, donc avec un déclencheur de table. On peut créer une piste de vérification. Autrement dit, quand j'insère dans la table EMP, j'envoie une écriture dans le log. Donc, c'est quoi les avantages de travailler en PLSQL, par exemple, par rapport, mettons, à dire, ben, j'aurais un autre serveur d'application à l'extérieur de ma BD? Premièrement, parce que c'est rapide. Donc, tout le code PL, il est compilé à l'intérieur de l'engin de base de données. Donc, l'engin de base de données n'a jamais besoin de placer un call sur une autre machine, d'aller prendre le data, de le traiter et de le sortir. Ensuite, on peut déclarer des blocs où tout le code va s'exécuter ensemble. On a les if, les while, les for. On peut faire quand même de la programmation modulaire, malgré que ce n'est pas objet. On peut quand même utiliser la modularité, donc créer des fonctions, des procédures, puis faire les appels. Et on a quand même un excellent traitement d'exception. Donc, l'engin PL, ce n'est pas l'engin SQL, puis c'est un bout important que vous devez comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a la règle d'or. Ne jamais faire en PL-SQL ce que tu peux faire en SQL. Pourquoi? Ben, c'est gros une raison de performance. Parce que quand tu exécutes du PL, si tu as besoin d'aller chercher du SQL dans ta BD, tu vois ici, là, il y a un appel d'SQL avec la petite flèche bleue qui s'en va exécuter du SQL puis qui revient. Ça force au niveau du processeur un changement de contexte. Ce qui veut dire que tu vas pousser toute ta stack, tous tes registres dans le stack, tu vas aller changer de contexte d'exécution, puis quand tu vas revenir, il va falloir que tu la ramènes. Donc, ça coûte cher. Alors, tout ce que tu peux faire en SQL, tu le fais en SQL. Puis quand tu es mal pris, tu fais le traitement SQL. En PL, pardon. Le PL, c'est un langage que tu écris en blocs. Les blocs, à la différence de Java, ne sont pas définis par des accolades ouvertes et fermées, sont définis par la structure du bloc. Puis un bloc, ben, ça a une déclaration. C'est optionnel, c'est là où tu vas mettre toutes tes déclarations de variables, tes déclarations de curseur, puis on va voir bientôt c'est quoi un curseur. Ensuite, tu as un begin, ça c'est le début du bloc, c'est obligatoire. Il faut que tu aies au moins un énoncé SQL ou PL dans ton bloc. Tu peux avoir un bloc d'exception et ça finit par un end. Puis ceux qui me demandent, oui, mais les exceptions, ça sert à quoi? Où est-ce qu'il try? Dans le cas du PL, tu n'as pas besoin d'avoir de try. Tout s'effectue dans un environnement try. Autrement dit, quand tu as une exception, n'importe où entre ton begin et le bloc d'exception, le traitement arrête puis tu descends dans ton exception. Pas besoin d'avoir mis un try en avant. Ça, je te dirais, c'est une des forces du PL. Deux types de blocs PL. Puis je vais vous le dire, là, le bloc de gauche, là, qui sont les blocs anonymes ou pas nommés, là, on voit ça juste en salle de classe. Dans 99% de ce que vous allez voir, les blocs sont nommés et sont stockés dans la base de données.
Fait que tu peux les rappeler, tu n'es pas obligé de le relancer. Donc, dans nos blocs anonymes, on peut les lancer directement. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. On a fait un begin, on a fait du stock, puis on l'a envoyé. C'est là qu'on a commencé à travailler là, avec Hello Pedro. De toute façon, c'est là qu'on s'en va. Donc, qu'est-ce qui est spécifique au PL? Des variables. Parce que théoriquement, des variables, tu n'en as pas un SQL. Structure de contrôle, if, while, for. Les curseurs qui nous permettent de lancer un énoncé et d'obtenir un pointeur sur les résultats. Le traitement d'erreurs, les collections et du SQL dynamique. Si on a le temps, on va essayer d'en faire dans ce cours. Pas le cours ici, mais à l'intérieur du cours. Si on n'a pas le temps, on ne sera pas en mesure de... C'est les choses qui vont sauter. Donc, PLSQL n'exécute jamais des commandes une par une comme du SQL. Il exécute toujours un bloc. Et là, on va y aller à l'exemple. Le bloc commence par un declare, optionnel comme je disais tantôt, begin. Là, tu as toutes tes instructions PL et SQL. Après ça, le bloc d'exception et end. Le plus petit bloc PL que tu peux faire, c'est begin, nul, end. Ouais, mais monsieur, nul, on est obligé de le mettre? Oui. Tu dois avoir au moins une instruction dans un bloc PL. Les commentaires, là, j'aurais peut-être dû utiliser un autre symbole pour... mettons que ça, c'est pas fort comme type de symbole. Là. On va le changer, ça va être moins mêlant. Ah, merci. Donc, quand on fait un commentaire en PL, c'est un commentaire d'une ligne, on met trait d'union, trait d'union. C'est un commentaire multiligne, même chose que Java /étoile/étoile/. Des labels, ça se met comme ça et c'est juste du visuel pour nous aider à nous retrouver dans notre code. Donc, begin, DBMS, output, putline et end, on va tout de suite ressortir notre PLSQL puis on va regarder si on est en mesure de faire ça. Bon, moi, je vais être paresseux, mais je vais vous demander de le faire parce que ça va tester que votre console fonctionne bien. Et là, avant de l'exécuter, là, vous voyez, on n'a pas de console. View. Là, DBA, y a-t-il quelqu'un qui peut me dire c'est quoi pour ceux qui l'ont en français? Moi, je ne l'ai pas en français. Là. Sortie SGBD. Sortie SGBD. Êtes-vous plus chanceux que moi? View. Non, moi, je vais être obligé de repartir mon SQL développeur. Pourquoi des BMS output, c'est tellement compliqué? Ben, c'est parce que tu comprends que dans une BD, habituellement, tu n'as aucune interaction avec l'écran. Ouais. Donc, la particularité qu'il faut faire, il faut lancer une connexion client sur la BD puis faire apparaître l'output qui sortirait dans une console. Mais la fonction putline, Oui, la ça appartient fonction à une putline table. a besoin de sortir en quelque part. Est-ce que ça appartient à une table des BMS output? Non, c'est un IO, ça. C'était pas des BMS output. Merci beaucoup. Alors, vous devriez avoir ici au bas votre DBMS output et vous devez le connecter à votre BD. Là, prenez votre cloud. Je vais mettre ça. Scott, je vais relancer ma connexion de Scott. Tout est là. Et n'oubliez pas d'exécuter votre script.
Et là, ici, vous devriez avoir yield down. Donc, c'est une bonne question. Je pense que c'est Alexandre qui l'a posé. Mais pourquoi? Premièrement, une BD, habituellement, ça roule sur un serveur. Ça n'a pas d'écran. Puis ça n'a pas de clavier. Alors, on est obligé de lancer 2 connexions sur la BD. La première, qu'est-ce que le développeur pour être capable d'avoir un clavier, donc pour lui donner un input d'entrée. Puis la deuxième connexion qu'il faut faire, c'est une connexion de sortie pour permettre à la BD d'écrire à la console et c'est des BMS output. Est-ce que c'est un... genre begin et end? Est-ce que c'est l'équivalent d'accolade ouverte, accolade fermée. Ben, si tu utilisais ça dans une requête HTML SQL, par exemple, est-ce que ça fonctionnerait ou non? Bouge pas, là, tu m'as dit une requête HTML SQL. Si tu fais une requête SQL comme dans un site web, est-ce que tu pourrais faire du PLSQL? Oui, mais tu ne le feras pas avec du begin-end. On le verra un peu plus tard dans le cours. Je prendrai du temps pour vous montrer comment lancer du PL à partir, mettons, d'une connexion Ajax pour te permettre d'extraire du matériel. Mais c'est une bonne question. Donc là, est-ce que j'ai tout le monde qui sont en mesure ici d'exécuter un bloc PL et d'avoir la réponse dans la console? Clément, est-ce que ça fonctionne pour toi localement? Oui, ça fonctionne. OK, good. All right, donc on revient. Donc, on a tout été capable de... c'est sorti SGBD, regardons ça, il est écrit ici en français en plus. All right. Donc, à partir de maintenant, on est capable de faire des blocs anonymes. Ça veut dire, il n'est pas sauvé dans BD, mais je suis capable de faire un begin, taper des commandes, faire un end, puis le faire exécuter. C'est la moitié de l'ouvrage. Donc, et comme je disais tantôt, pourquoi est-ce qu'on est obligé de se faire un output? C'est qu'en PLSQL, il n'y a pas de console entrée-sortie standard. Les types de construction qu'on va voir en PLSQL, les blocs anonymes, c'est fait. Donc, c'est quelque chose, c'est des commandes que je tape en SQL et que je fais exécuter. Ensuite, on va apprendre à faire des procédures et des fonctions. On va apprendre à faire des procédures et des fonctions stockées dans la BD. On va les mettre dans des packages qui nous permettent de regrouper ensemble des fonctions, des procédures. On va apprendre à faire des déclencheurs sur la base de données. Et on ne travaillera pas beaucoup avec les objets, malheureusement, mais on va travailler avec les types records. OK. Donc, les variables en PLSQL. Au niveau des variables ici, si on se rappelle la dernière fois, là, je vous ai dit, moi, des variables préfixées de V, j'aime pas ça. J'aime mieux un L, ça me définit une variable locale. Donc, ici, j'ai un select qui choisit 2 colonnes d'une table qu'on ne voit pas, mais qui va être M pour nous autres. Et le into ici permet de lancer du SQL et de venir peupler des variables à partir d'un énoncé SQL. On va faire un exemple, ça ne sera pas là. Le nom des variables, même chose que le nom des tables que je vous ai appris, maximum 30 caractères, doit débuter par une lettre, peut comprendre juste du alphanumérique ou les 3 caractères spéciaux $_ dièse. Il ne doit pas être un mot réservé, donc pas de begin, pas d'ef, pas de while. Eh bien, pour travailler avec des variables, on doit les déclarer dans la section de déclaration. Au niveau de la section de déclaration, on ne commence pas avec le type, on commence avec le nom de la variable, son type. On peut y mettre une contrainte puis une valeur pour démarrer. Donc, ici, je déclare 2 variables, vmpid, vfname.
Puis les types, c'est les mêmes types que vous avez dans les bases de données. Donc, varchar, number, date vont couvrir probablement 95% de ce qu'on va faire dans le cours. Donc, syntaxe d'une déclaration, c'est toujours pareil. Nom de la variable, son type. Tu peux avoir des constantes. Dans ce cas-là, après le nom de la variable, tu mets constante, ce qui veut dire qu'après, tu ne pourras plus jamais changer la valeur. Tu peux y définir un note nul. Si tu as défini comme un note nul, c'est obligatoire d'y passer une valeur. Et tu peux aussi la déclarer comme étant non nulle, mais lui donnant une valeur initiale. Donc, on va se faire de quoi de relativement simple ici. Donc, ce qui a été fait ici, c'est un declare, une variable mon nom, qui est un varchar, c'est erreur, devrait avoir un 2 ici, qui est un varchar 2 20, begin DBMS output putline pour te montrer qu'il n'y a rien dedans. Il y en a-tu qui se souviennent, c'est quoi les deux barres? Le concat ou le... C'est le concaténé. L'avantage qu'il y a avec les deux barres, c'est que si tu as 3 trucs à concaténer ensemble, ben, tu n'es pas obligé de faire un concat de concat. Tu fais première chaîne de caractères, petite barre, deuxième, petite barre. Donc, ça remplace le plus en Java. Donc, on va le faire, on va se taper cette job-là. Donc, on va déclarer une variable, on va l'appeler mon nom. On va faire un DBMS output putline, mon nom est avec la variable. Puis après ça, on va affecter la variable et on va le refaire. Donc, exactement comme c'est fait là, dans un bloc anonyme. Tu n'as pas besoin de faire le set server output, c'est non essentiel. Donc, on s'en vient en PL. Puis là, ben, on a quand même quelque chose qu'on peut le garder. Là, j'aurais dû mettre un V ici, j'ai oublié mon préfixe. Et le symbole d'affectation, très important, 2 points égales. Il voulait juste être différent ou quoi? En fait, étant donné que ça a été fait avant Java, je peux te poser la question, c'est qui voulait être différent? Parce qu'en fait, il me semble que le symbole d'égalité égale, c'est d'une logique implacable. Fait que le symbole d'affectation, c'est 2 points égales. Il y a un langage qui s'appelait Pascal qui existait et dont PL a été fortement influencé. Et, videz votre console avant de rouler votre programme. Et si tu faisais ça ici avant, donc, dans la déclaration, j'ai le droit de donner une valeur initiale et plus tard, je vais la réaffecter et le symbole d'affectation est toujours 2 points égales. Dans ce cas-là, devinez quel est le symbole de comparaison pour un if.
un égal tout seul. Donc, là, on vient de voir comment déclarer des variables, puis c'est des variables qu'on appelle des variables simples. Dans les variables qu'on va apprendre à travailler, on a les variables scalaires, les variables d'objets binaires, les références et les composés. Les composés, c'est un record. Et on peut penser à un record, en français, c'est un enregistrement, comme étant une rangée de colonnes. Donc, une variable scalaire, c'est une variable qui contient une seule valeur, une date, un nom, un nombre. Dans les exemples, il y a tout ça. Ceux qu'on va travailler avec, c'est les mêmes qu'on travaille depuis le début. Type de variable et type de colonne. Tu lis à l'aide du SQL avec un select into. Là, ça, c'est la méthode que vous allez apprendre pour passer des variables d'un select vers PL. Il faut que ta variable soit du même type que la colonne. Au lieu d'avoir à y penser, ils ont fait le %type pour nous autres. Donc, on va aller déclarer une variable, puis on va faire un select into à partir de la table EMP. Donc, on va déclarer, par exemple, variable iname. Et ça s'assure que si jamais j'ai un changement dans ma colonne iname, ben, ma variable, je ne serai pas obligé de modifier mon programme pour que ça le supporte parce que dynamiquement, à l'exécution, ma variable va être typée comme il faut. On va voir des exemples un peu plus bas. Donc, c'est toujours, pour faire ça, le nom de la variable, nom de la table, point colonne, %type. Puis on a la même affaire pour une rangée complète. Les variables de référence, les curseurs, on va voir ça plus loin dans le cours, mais ça me permet de... Parce que là, ce qu'on va apprendre avec un select into, vous comprenez que quand je fais select into des variables scalaires, bien, mon select ne peut retourner qu'une seule rangée, parce que c'est des variables scalaires. Donc, avec un curseur, on va être capable de déclarer un curseur et de faire des fetch à répétition pour peupler nos variables. Les Large Object Binary Variables qui débutent par LOB, C-lob, B-lob, c'est des objets binaires qui nous permettent de mettre, par exemple, des photos, des films dans des colonnes. Ce n'est pas typique comme type d'application, mais Oracle le supporte. Une des bonnes raisons de faire ça, c'est pour être capable de contrôler le contenu. Quand tu mets le contenu, par exemple, dans un document Word, à l'intérieur de la BD, puis qui n'existe pas dans un fichier, tu es capable de contrôler qui a le droit de l'accéder, qui a le droit de le lire, puis qui a le droit de le sauvegarder. Les types composés, c'est des types qui comprennent plusieurs variables et ce qu'on va travailler le plus souvent, ce sont des enregistrements. En anglais, un record. On peut penser à une des lignes de MP comme étant un record. Donc, si j'étais capable de voir EMP point, puis je vais être capable après ça d'utiliser chacune des colonnes de mon enregistrement en déclarant une seule variable de type record. On va avoir des exemples un petit peu plus loin. Mais un record, comprenez que c'est toujours juste une occurrence de l'objet, si on veut. Donc, je vais pouvoir voir, mettons, empno, iname, salle, job de mon employé,
mais ça sera toujours d'un seul employé. Si je veux travailler avec une structure qui me permet de voir plusieurs fois la même variable, ben là, on se rapproche des tableaux. Donc, vous en avez vu, des tableaux en Java, tu as l'équivalent en PL. Puis en fait, un tableau, c'est une forme de collection. Les collections étant la même variable avec plusieurs valeurs. Donc, les plus connus au niveau des collections, là, si vous regardez dans la ligne d'en bas, tu as les tableaux associatifs, les tables imbriquées, les Vary. Si on a le temps, on va travailler avec les Vary, qui sont vraiment des tableaux comme vous avez eu l'habitude de travailler en Java. OK. Les conventions, là, je vous le dis, cette page-là, prenez-la, sortez-la, gardez-la. Vous êtes obligé d'utiliser cette nomenclature-là pour me remettre le TP. Les variables, mettez tout de suite une note. Moi, je ne veux pas un V, je veux un L pour indiquer que c'est une variable locale pour un bloc. Les constantes débutent par C, les paramètres débutent par P. Les binds, vous ne travaillerez pas avec. Les curseurs, vous allez travailler avec. Ils ont un CUR comme préfixe. Les records, on met REC comme préfixe. Des types, ça se peut que vous ayez à en faire. Ça me surprendrait, mais qui sait? Je demeure optimiste. Et les exceptions, on met E devant, un peu comme en Java d'ailleurs. Des file handles, vous n'en aurez pas à l'intérieur de ce cours-là. Donc, ce qui est important, L pour variable, C pour constante, P pour paramètre, Q pour curseur, REC pour record. Puis E pour exception si vous en déclarez. Vous avez dit L pour variable? Oui. Pour long? Loser. L pour local. Ah, local. Par rapport à un P qui est un paramètre passé. Et... C'est le seul que je change sur ce qui est écrit là. Les autres sont tous bons. Pourquoi c'est si grave de mettre un L au lieu d'un G? C'est parce que c'est déjà une variable que je nomme et que je déclare. Fait que V, c'est comme un pléonasme vicieux. C'est comme dire variable. Non, c'est une variable. C'est quoi qu'elle a de différent, par exemple, d'une constante? C'est qu'elle est locale à l'intérieur d'un bloc. Et là, vous ne l'apprendrez pas, mais en PL, tu peux avoir des variables de package qui sont des variables globales. Fait que le L me permet de distinguer entre une variable globale de package et une variable locale à l'intérieur d'une procédure ou d'une fonction. Des bind variables, c'est des variables que tu peux te servir pour parler au système d'exploitation. On n'aura pas de cas d'exemple de ça. Ici, tu en as un, là. Un bind variable, c'est toujours précédé de 2 points. Et ici, on passe la variable probablement à partir du système d'exploitation. On ne travaillera pas avec des bind variables. Par contre, il y en a-tu qui se souviennent, c'est quoi une variable avec un berluet devant? Pour 2 morceaux de robot dans le chat. C'est nous qui donne la valeur, en fait. Ça va le demander quand on va exécuter, non? Demander exactement. Donc, le mot compliqué, variable de substitution. Donc, naturellement, tu peux juste faire ça quand tu exécutes ton code à l'intérieur d'SQL Développeur. Parce que les variables de substitution, c'est une fonction d'SQL. Quand ton code s'exécute dans BD, le serveur, il ne sait pas où l'envoyer le prompt. Mais si tu exécutes du code à l'intérieur de ton environnement SQL développeur, tu as le droit d'utiliser des variables de substitution. By the way, ça ne sera pas à l'examen. OK. Déclaration de variable, j'en ai parlé tantôt. Toujours le nom de la variable en premier. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi en Java, on commence par le type, mais en tout cas.
Ensuite, tu as le mot constante. Si tu veux en déclarer une constante, tu as le type de la variable. Si tu veux qu'elle ne soit jamais nulle, tu as le mot-clé non nul. Mais si tu mets non nul, il faut toujours que tu fasses 2 points égale une valeur. Parce que naturellement, tu viens de la déclarer non nulle. Donc, traditionnellement, une variable, c'est toujours nommé en minuscule. Malgré Korak, il s'en fout carrément, il les traite en majuscule. Standard de nomenclature, je vous l'ai montré tantôt et j'ai pris la peine de vous le dire. Moi, je ne l'aime pas, le V. OK. On l'a déjà fait. Déclarer une variable non. Il s'appelait mon nom. Lui donne une valeur de notre nom. On l'affiche. All right, c'est déjà fait. Et c'est là qu'on était rendu. Fait que c'est quand même pas pire. En 1 heure, on a été capable de refaire le 3 heures du dernier cours, mais il faut dire que tout le monde avait probablement tout exécuté son setup. Donc, j'enlève ça ici. C'est mon beau champ d'honneur. Et je vais en profiter pour changer ça pour un L. Tant qu'à être là. Il y a Patrick qui essaie de rejoindre la salle, à ce qui paraît. Oh, il n'y a pas rien que Patrick. Patrick et Luigi! Patrick, je suis vraiment déçu. Luigi, je ne suis pas surpris. Bonjour Luigi, bonjour Patrick, ça nous fait plaisir que vous daigniez vous joigniez à nous, messieurs. Bonjour, monsieur. Alors, où en était-on? Là, on vient, c'est valable pour vous autres, vous n'aurez pas de récapitulation de la session dernière. Alors, pour la faire, après le cours, si vous voulez écouter l'enregistrement, parce que je vous ai fourni les liens pour l'enregistrement, je l'ai envoyé dans mon YouTube et c'est ce que je vais continuer à faire. Donc, après le cours, je prends le matériel, je le package, puis je l'envoie, puis je vous envoie l'URL. Donc, porter des blocs imbriqués. Je vous ai dit que PLSQL, c'est un langage déclaré par bloc. Ben, au même titre qu'en Java, vous avez le droit de faire un bloc dans un bloc. Hein, dans ton main, par exemple, si tu fais un if, tu as le droit de déclarer le code de ton if dans un autre petit bloc. Même chose ici. Puis là, vous pouvez me dire, monsieur, ça fait du code compliqué, là. Pourquoi est-ce que je ferais un bloc dans un bloc? Premièrement, si tu as besoin de réutiliser les mêmes noms de variables, il faut que tu comprennes que les variables ont une portée à l'intérieur d'un bloc. Ce qui veut dire que ce que je définis dans un bloc, quand je sors du bloc, je ne le vois plus. Même chose que Java. Mais la partie la plus importante, c'est les exceptions. Si je veux traiter les exceptions d'un bloc, puis mettons que je fais 6 ou 7 énoncés, quand je vais arriver dans le bloc d'exception en bas, je ne sais pas lequel. Le bloc d'exception, il est pour tout le bloc. Fait que si j'ai besoin de gérer différemment des exceptions, c'est pour ça que je vais faire un bloc imbriqué. Puis dans un bloc imbriqué, ben, il faut que je fasse un autre declare begin-end. Donc, les begin-end que vous voyez là, vous pouvez bien vous imaginer dans votre tête, pour du monde qui ont fait du Java, là, begin, end. Ça me permet de déclarer un bloc, c'est tout. Puis le Venom égale Laura, quand je vais ressortir, il revient à Pedro. Donc, c'est le principe de porter des variables, c'est la même qu'en Java. La seule différence, c'est la syntaxe. Begin-end et le fait que théoriquement, tu pourrais bien dire, oui, mais monsieur, il ne va pas là, il s'en viendrait en fait ici. C'est un bloc declare. Donc, tout ce qui est à l'intérieur des accolades, by the way, là, essayez pas de faire ça en PL, il ne prend pas les accolades. C'est juste pour vous
permettre d'avoir une image mentale d'à quoi ça sert des blocs en PL. C'est vraiment la même chose qu'un bloc en Java. Et les variables déclarées à l'intérieur d'un bloc ne sont pas visibles à l'extérieur du bloc. OK. Mais les blocs anonymes, c'est poche. Chaque fois que tu en as besoin, il faut que tu sauves le fichier, il faut que tu le rouvres. En fait, on va apprendre à partir de maintenant à créer des blocs nommés. Et les blocs nommés qu'on va utiliser, dans un premier temps, ça va être des procédures et des fonctions. Et il y en a-tu qui savent la différence entre une procédure et une fonction? Une fonction, ça retourne une valeur. Puis une procédure, ça en retourne pas forcément. Oui, en fait, même par... C'est exactement Clément, tu as mis le doigt dessus. Une fonction, ça retourne toujours une valeur. Une procédure, idéalement, là, ça n'en retourne pas. Tu as le droit en PLSQL d'en retourner. Donc, dans ta signature de méthode, là, on est d'accord, là, des procédures, des fonctions, c'est des méthodes. Puis là, vous allez me dire, pourquoi, monsieur, est-ce que vous appelez ça des procédures puis des fonctions en PL? Puis en Java, là, on appelle tout ça des méthodes. Le bon nom, c'est procédure ou fonction. Si ça s'applique sur un objet, c'est une méthode. Mais une méthode, à sa base, c'est soit une procédure, soit une fonction. Et on appelle ça une méthode parce que vous avez appris à programmer avec le paradigme objet. Puis dans ce cas-là, ce sont des méthodes. Par exemple, dans une classe générique dans laquelle tu mets juste des fonctions, théoriquement, là, ce ne sont pas des méthodes. Tu fais des appels de fonctions. La classe math, là, dans laquelle tu as square root, dans laquelle tu as random, dans laquelle on appelle ça des méthodes, là, ça n'en est pas, ce sont des fonctions, puisqu'elles ne s'appliquent pas sur un objet. Donc, procédure, dans les deux cas, tu peux passer des paramètres. La procédure ne retourne pas. Puis là, je vous dis, ça, c'est une particularité de PLSQL. Dans le cas de ma signature, je peux déclarer des variables de ma signature in, out. Je vous le dis, vous ne ferez pas ça dans mon cours, mais si il y en a un d'entre vous qui fait un stage dans une place où il y a du Oracle, là, ben, tu es obligé de regarder les déclarations de procédure pour savoir y a-t-il des variables qui sont retournées directement par la procédure. Pour les besoins de notre cours, puis je te dirais, pour le besoin du restant de tes jours, là, une procédure, ça n'en retourne pas. Une fonction, ça en retourne. Mais les procédures, ils ont fait du NOut pour dire, oui, mais si j'avais à retourner 4 valeurs, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Bien, qu'est-ce que vous faites en Java si tu as retourné 4 valeurs? Tu passes un objet composé de 4 attributs, puis tu mets les valeurs dans les attributs, puis tu retournes l'objet. Donc, c'est pour ça que la raison d'avoir une procédure qui retourne 4 valeurs, c'est une très mauvaise façon de travailler. Alors, dans notre cas, nous autres, procédure ne retourne pas de valeur, fonction retourne des valeurs. On va aussi apprendre à travailler dans le cours avec des packages puis des triggers. Des packages, c'est vraiment juste une structure d'enveloppe pour mettre des procédures, des fonctions dedans. Des triggers, c'est un déclencheur de table. C'est du code qui s'exécute quand on fait quelque chose sur une table. On va le voir. Et comment on fait ça? Bien, on rajoute devant notre bloc create or replace, procédure ou fonction, proc quand c'est une procédure, fn quand c'est une fonction, et à partir de ce moment-là,
ça va rester dans la BD. Cool. Donc, ce qu'il a remarqué, c'est que c'est le is qui vient remplacer le declare. Donc, on va essayer de prendre la fonction qu'on a faite tantôt et d'en faire, puis dans ce cas-là, elle ne retourne rien. Hein? Oui, elle met un DBNS output, mais quand je vais appeler la procédure, elle ne retourne rien. Dans ce cas-là, c'est une procédure. Si j'avais voulu retourner le nom de l'employé où j'avais fait une recherche, là, ça serait devenu... On va corriger les fautes d'orthographe. Là, ça serait devenu une fonction. Donc, on a une belle fonction ici, une belle procédure. On va s'occuper de la faire. Et on fait ça ici. CTRL-C, on tourne de l'autre côté dans notre SQL développeur. Et là, on vient faire ça. Puis moi, je ne l'aime pas beaucoup en espagnol. Je vais l'appeler proc. Bonjour. Et là, je vais en profiter de faire le ménage. Faire le ménage. Et on va voir si vous avez les droits de création de procédure. Dans le cas de moi, ça dit procédure proc bonjour compilée. Prenez votre temps, créez-la, ça va être votre première procédure. Et à partir de là, on ne travaillera plus jamais avec des blocs anonymes. C'est facile, hein? Est-ce que tout le monde a été capable de créer sa première procédure stockée? Oui. Ouais. Great! À partir de là, c'est bien beau, c'est la moitié du casse-tête. Il faudrait peut-être l'appeler. Alors, pour l'appeler, on peut faire un execute à la console ou on peut faire un bloc nommé. Donc, dans un premier temps, on va faire simplement le execute. Donc, ça, c'est fait. On n'a même pas besoin de l'avoir. Ouh. Si on regarde ici, là. Allez voir maintenant dans l'arbre de navigation à gauche, puis allez retrouver votre procédure. On fait une erreur quand j'essaie de faire execute. Là, tu devrais être capable de la figurer. Habituellement, c'est parce que tu as une erreur dans ton code. C'est bizarre comme message, genre encountered the symbol execute. Est-ce que tu as pesé l'exécution, le petit bouton à gauche? Parce que c'est pas un script, hein? Ah, ok, ouais. C'est pas un script, c'est une ligne de commande interactive. Ouais. C'est bizarre quand mon curseur est sur ma ligne execute, mais ça exécute mon bloc PL. Non, il faut tout t'enlève. C'était pas important là, quand j'ai tout enlevé, moi, là. Tu peux pas travailler avec les deux, c'est important, là. Quand tu veux l'exécuter, là, claire tout. Il faut que tu aies juste ça. De toute façon, ta procédure est stockée, là. C'est un bon point, là. Tu n'es peut-être pas le seul, d'ailleurs, à avoir eu cette problématique-là. Là.
Puis si tu modifies ici directement ta procédure à l'aide d'SQL Développeur, il faut que tu ailles appuyer sur les petits engrenages pour la recompiler. Là, moi, j'ai mis « Je n'ai pas de nom ». Puis pour escaper un guillemet dans une chaîne de caractères, là, je vous rappelle que tu en mets 2. Et là, si je le réexécute en faisant le même, on voit que ma procédure qui s'exécute, c'est celle que j'ai modifiée. Vous avez créé une nouvelle fenêtre. En cliquant sur Proc Bonjour, il m'a ouvert une nouvelle fenêtre avec le code source de ma procédure. Et vous devez reconnaître ça, là. À gauche, là, j'ai-tu quelqu'un qui peut se risquer sur qu'est-ce qui se passe quand je clique? C'est quoi, vous pensez? Ça doit être un breakpoint pour débugger. Là. C'est exactement ça. Alors, c'est assez cool. L'environnement de développement dans SQL Développeur m'offre un débogueur intégré. Donc, quand je vois une procédure qui ne fait pas ce que je veux, ben, je suis capable de faire des watch, je suis capable de la stepper, je suis capable, c'est vraiment chouette. On va voir ça un peu plus loin, là, mais je vais juste vous dire, quand tu visualises ta procédure, là, sur ton code source, tu es capable de venir mettre des breakpoints. Donc, est-ce que tout le monde a été capable de lancer sa procédure et d'obtenir le résultat à l'écran? Oui. Ouais, c'est bon. All right. Alors maintenant, on est capable de faire du code de bloc nommé et on l'a exécuté. Si je veux m'en servir dans un autre bloc PL, je n'ai simplement qu'à appeler la procédure puis elle va s'exécuter. OK. Et là, effectivement, on vient d'apprendre comment créer une procédure, mais c'est un peu boboche qu'elle n'ait pas de paramètres. Ce serait pas mal plus le fun d'avoir une procédure qui accepte un paramètre. Eh bien, tout ce qu'on a à faire quand on veut créer une procédure qui a un paramètre, c'est après le create or replace procédure, mais avant le is, on rajoute le paramètre, puis son type en parenthèse, puis après ça, il devient disponible. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire le changement? On retourne en PL. Donc, j'ai déclaré ici, et je vais être capable de mettre. Tiens, je vais mettre en haut. Donc là, vous comprenez qu'on ne verra plus mon « j'ai pas de nom ». Et pour recompiler, tu cliques sur les petits engrenages. Et je sais que c'est petit ici dans le message, là, mais il vous confirme qu'il a été capable de compiler. Par exemple, si j'essayais de compiler puis il me manque un point, il va te donner l'erreur ici, puis il te donne la ligne. Un coup que tu as fait ça, là, on va le passer en paramètres. Assign. OK, je vais juste enlever le DBMS output ici. Feu.
Oui, Victor. Est-ce que c'est comme en Java que, par exemple, si on fait plusieurs fonctions, si on met genre des paramètres différents à chaque fois, c'est considéré comme une fonction distincte, même si le nom est le même? On appelle ça un overload. Oui. OK. Donc, quand tu vas l'appeler avec deux paramètres, il va appeler l'autre fonction. Donc, la signature de ta méthode / fonction procédure permet de faire l'appel de la bonne méthode. C'est un bon point. Donc, jusqu'à maintenant, ça va bien. Différence entre une procédure et une fonction. Oui, la fonction tourne quelque chose. C'est beau. On a compris. Par contre, dans certains cas, tu ne peux pas retourner au niveau des fonctions. Là, dans une fonction, tu ne peux pas faire de DML, pas d'insert, update, delete. Au niveau des types, ça ne peut pas retourner toutes les sortes de types, mais elles peuvent retourner des connexions puis des curseurs. De toute façon, en avançant, on va voir d'autres choses. Donc, la fonction, elle retourne toujours quelque chose, mais un point vraiment important, pas de DML. Tu peux faire des selects, là, mais pas d'insert, pas d'update, pas de delete. Fait que si tu me demandes, ouais, mais monsieur, pourquoi on se servirait des procédures, les fonctions, au pire, je retourne un nul, puis tout va être beau. Well, si tu as besoin de faire insert, update, delete, c'est réglé, tu es obligé de passer une procédure. Donc, ça, c'est la recette pour faire une fonction. Oui, on fait create or replace fonction, c'est correct. Et on rajoute, après les paramètres, la valeur de retour. Là, moi, je trouve qu'une fonction qui retourne ce qui est donné, c'est un peu coco. Par contre, en la faisant comme ça, ce que ça nous donne, c'est que la fonction, la chaîne de caractères bonjour, tu ne seras plus obligé de la faire afficher en DBMS SQL. Tu vas être capable de la retourner. Donc, là, ce que je vous demande de faire, c'est une fonction qui va recevoir en paramètre une chaîne de caractères puis qui va te retourner bonjour, chaîne de caractères. Puis tu peux partir à partir de la méthode que tu avais. Et moi, je vais l'appeler func bonjour. Func, là, c'est de l'anglais function. Là, ici, nous autres, on n'aura aucune variable. Et avant d'exécuter ça, je vous donne une pause, 10 minutes. Donc là, ce qu'on a fait tous ensemble, c'était de screen une fonction qui s'appelle func bonjour, qui reçoit en paramètre un varchar 2 qui est un nom, puis qui retourne un varchar. Pour exécuter une fonction, il faut que tu fasses ça dans un select.
Donc, vous voyez, l'avantage qu'on a d'une fonction, c'est que une fonction, c'est capable de retourner sa valeur comme le résultat d'un select, puis SQL développeur est capable de l'afficher. Tu n'es pas obligé d'avoir un DBMS output. Si tu voulais tracer puis mettre du stock dans ta fonction, tu as le droit d'en avoir, là, mais tu n'es pas obligé. Ouais, puis j'ai oublié de parler du virus. Un des plus gros problèmes que ça cause, c'est confusion puis étourdissement. Bon, moi, ça ne changera pas grand-chose. Je suis confus, puis quand je vois du vin, je suis étourdi. Fait que... Oh, ça, moi, ça me donne de la misère à lire, là. Parfois, je commence à lire de quoi, puis je suis perdu pendant comme 10 minutes. Aïe, aïe. Eh bien, écoute, on te souhaite tous bonne chance. Merci. Et regarde, quand tu fileras pas, ben, au moins l'avantage, c'est que les cours sont enregistrés. Fait que si tu n'es plus capable, regarde, tu peux nous dire un bonjour, tu reviseras. Je vais poster celui-là puis vous envoyer le lien. Donc, c'est ce qu'on a fait ici dans la diapositive les deux. Donc, la façon la plus rapide de tester une fonction, c'est vraiment de l'appeler sur un select from dual. Mais tu peux aussi, puis là, il faut comprendre, si tu veux la tester dans un bloc PL, une fonction, étant donné que ça retourne quelque chose, ça prend une variable pour mettre le résultat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit une façon plus rapide de faire ça, par exemple? Parce que vous êtes toujours bien rendu en deuxième année, troisième année. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ici pour éliminer une ligne de code? Ouais, ça, on fait juste output le Funko là, Laurent. Donc, j'aurais pu amener mon call de fonction directement dans mon DBMS Spotlight. Right? Ouais. Je n'étais pas obligé de déclarer une variable. Alors, soyons braves. Essayons de faire ça avec la fonction qu'on vient de créer. Donc, au lieu de l'exécuter avec un select, on va l'exécuter dans un bloc anonyme. J'ai pas besoin de variable. Oui, j'ai besoin d'y passer. Hein? Ah, même pas, j'y passe direct. Fait que j'ai pas besoin d'écrire. Begin. MS underscore output point put line au ferme func underscore bonjour. Donc, pareil comme en Java, en PL, je peux imbriquer une fonction dans une fonction. Donc, là, je vous demande de faire une nouvelle fonction qui va s'appeler, appelez-la pas EX pourcentage, c'est horrible, on a pris à peine des nommer comme il faut. Func pourcentage qui va diviser le deuxième nombre par le premier, puis qui va nous retourner 50%. Tu as le droit d'utiliser des décimales, là, mais je te permets d'utiliser aussi number. Là, on se sert de ça tout le temps. Donc, on va regarder son nom ici. Elle reçoit deux paramètres.
Toujours dans l'environnement Scott. Ah, je les ai inversés. Faut toujours mettre les is. Hein. Il n'a pas l'air heureux de mon is. Mais t'as pas mis le return. Je pense. Ah, c'est une fonction. Bon, puis maintenant, il nous reste à faire un petit test. Mettez à l'envers. Ça retourne 0. Pour un pourcentage, il faut faire x100, non? Après? Je vais aller voir ma fonction, en tout cas. « 13%, ça a de l'allure, ça. On va faire la preuve. Eh oui! Est-ce que tout le monde a réussi à faire sa fonction et à l'exécuter? Oui. S'il y en a qui ont un problème, là, gênez-vous pas, partagez. Avec mon return, ça m'affiche une erreur.
Bouge Return pas. statement cannot contain an expression. Puis ici, là, ça pourrait être un number. T'as-tu mis ton point virgule à la fin? Du return, ouais. Puis là, t'as mis quoi dans ton return? Moi, j'ai mis un arrondi, là. J'ai mis ma variable résultat. OK, fait que toi, tu l'as fait sur 2 lignes, là. Ouais. Donc, ici, tu as fait un declare. Résultat. Ouais. Et là, tu as pogné ça. CTRL X. Et là, résultat, je te dis tout de suite, je te donnerai une erreur dans un TP. C'est une variable locale. J'ai mis le L, mais je voulais juste pas le mentionner. Oh. Oublie pas que l'affectation, c'est 2 points égales. Et oublie pas de mettre ton point virgule ici. Et compile. Ça, c'était ma preuve. Ça, c'est la fonction. Tout est beau, regarde, Victor, tu as une faute d'orthographe en quelque part. Là, je l'ai faite pareil comme toi. Je l'ai mis dans le chat si tu veux faire ta comparaison. Et après ça, effectivement, dans le cadre d'une fonction, puis c'est un de ses gros avantages, c'est que les fonctions que je fais en PL, je peux les appeler en SQL. Alors, on va se faire un énoncé SQL qui va nous dire quel pourcentage du salaire total reçoit un employé. As-tu réussi, Victor, avec ta fonction? Je pense que ouais, j'avais mis procedure au lieu de fonction. Ah ben oui, une procédure, ça ne fonctionne pas parce qu'une procédure, ça ne retourne pas de valeur. Voilà. Donc, maintenant, on va travailler avec notre table EMP. Et ce qu'on veut, c'est le nom de l'employé. Iname, virgule, salle, virgule. Ça va être somme de salle, virgule salle. Ah, je ne peux pas y passer la somme dedans. Pour la variante, on met. On va être plus précis. Select somme de salle. Ah oui, je pourrais peut-être faire un sous-select avec ça.
Et là, on va appeler ça pourcentage. Et là, moi, je peux même fermer ma machine virtuelle. Je suis redevenu sur le cloud. Est-ce qu'il y en a qui ont de la difficulté avec la compréhension de ce qu'on a fait là? Donc, en ce moment, on a choisi tous les employés de M, on affiche leur salaire, qui est la commande salle, et après ça, on appelle notre fonction pourcentage qui prend leur salaire divisé par la somme de tous les salaires. Donc, quand tu as besoin de faire une fonction pour travailler en SQL, c'est la beauté des fonctions. Tu peux les appeler pareil comme si c'était des fonctions natives d'Oracle. OK. Alors, on va revenir après ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un select pour nous permettre de travailler avec des résultats intermédiaires? Bon, ça, on l'a nommé. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ça, c'est nos variables. Et on va les enlever. Comme ça, je ne vous donne pas de mauvaises habitudes. Un employé, c'est un record. OK. Alors, ici, on peut aller déclarer une variable. Puis là, on va travailler avec notre ami Empno. Ça, j'ai le droit. Oh, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Donc, je peux baser le type d'une variable sur une autre variable. Je ne recommande pas ça, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'utiliser ça ici. Donc, et by the way, c'est un critère de correction. Si tu définis une variable qui doit recevoir quelque chose qui vient d'une table, il faut absolument que tu définisses la variable comme étant dérivée du type de la table. Même chose pour un enregistrement. Alors, à partir de là, on est capable d'accéder. Et là, on va se faire un petit exemple où on va aller chercher un employé et on va mettre la réponse de la rangée
au complet dans un record, puis on va afficher un DBMS output, le numéro d'employé, puis son nom. Là, étant donné qu'on va passer par un DBMS output, on peut garder, on va passer par un DBMS output, on a donc besoin de se créer une procédure. Donc, c'est un create or replace. Create or replace procédure proc AFI EMP. Paramètre emp no. Ça, c'est un number. Is clear. Donc là, on va déclarer un record d'employés. Rotate, pardon.
J'ai-tu une faute d'orthographe dans mon DBMS output.putline? Je pense que c'est la ligne 8, c'est le where. M.underscore no, ça se peut-tu? Absolument. Non, il n'aime pas mon DBMS output.putline. Must be declared, hein. OK, juste pour le faire passer, ça va c'est d'autres choses. T'as écrit output au lieu de out. Oui, c'est vrai. Ah, il me manque un T. Hein. Ça, je vais checker. Bon. T. Une petite faute d'orthographe. Bon, est compilé. Là, à cette heure, il faudrait peut-être l'exécuter. Et là, c'est une procédure. Comment puis-je l'exécuter? Dans un bloc anonyme. Ma fonction est ici. Donc, il faut que je passe un employé qui est valide. Alors, on va faire un petit select ici avant de faire ça. Moi, je suis paresseux pour le moment. Je ne veux pas perdre ça. Je vais faire ça. Select étoile domaine. Et je vais prendre, mettons, lui ici. Là, je vais vous ramener. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette procédure-là? Comment on développe une procédure? Tout est à peu près résumé là. Donc, dans un premier temps, quand on développe une procédure, et vous allez avoir à faire ça dans vos scripts, alors c'est un create or replace procédure, nom de la procédure, c'est une fonction, nom de la fonction. Ici, vous voyez le paramètre, j'ai même pris la peine de le déclarer comme un type. Et la principale raison pour faire ça, c'est si jamais on a une évolution des tables, je ne suis pas obligé de réécrire mon code. Ma variable va automatiquement être du bon type. Ensuite, j'ai déclaré une variable de type rowType. C'est un record. Donc, ça veut dire que ça va être une variable avec point le nom de chacune des colonnes. Ensuite, j'ai fait un select into. Puis là, j'ai pris étoile. Mais vous auriez pu me poser la question, oui, mais j'aurais-tu pu nommer les rangées au lieu de tout prendre la colonne? Je pourrais-tu juste retourner 2 colonnes puis il serait mis dans le record? La réponse, c'est oui. Par contre, en faisant un select étoile, à moins que la table elle soit immensément large, là, ça me permet encore là de ne pas avoir à réécrire mon code si jamais il y a de quoi qui s'ajoute. Donc, là, le système va aller extraire le numéro d'employé, il va venir le placer ici parce qu'il passe en paramètre. Un coup qu'il a trouvé l'employé, il va venir me l'afficher. Et on voit ici, dans le DBMS Output, qu'on a Mr. Blake, l'employé 7698. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été capables de faire la procédure et de l'appeler dans un bloc anonyme?
All right? On continue? Donc, en fait, pour une variable, on les affecte de cette façon-là, c'est déjà vu, ou on fait un into, comme on vient de faire. Moi, je vais regarder nos exemples. Ou là, comme on a fait ici, on a fait directement. Et un autre bout de nomenclature que je n'ai pas à vous expliquer, là, le nom du record, habituellement, tu fais rec avec le nom de la table. Bon, ben là, on l'a déjà fait ça ensemble. On va regarder ici le bloc de code. Donc, on a une déclaration. Et les deux variables qu'on a déclarées ici proviennent de la même table. Qu'est-ce que j'aurais pu faire au lieu de déclarer deux variables indépendantes? J'aurais pu me déclarer un record. Êtes-vous d'accord avec moi? Fait qu'au lieu de déclarer deux variables indépendantes, je serais venu me déclarer un record de type copie département row type. Fait que ça m'aurait évité d'avoir deux variables, j'en aurais eu juste un. Donc, rec underscore le nom de la table. C'est beau. Donc, ça, c'est une façon, dès que tu travailles 2, 3 ou 4 variables associées à la même rangée, c'est préférable de déclarer un record. Et on voit ici que je viens faire un update et après ça, des inserts. Donc, je suis dans quel type de méthode ici? Procédure. Oui, procédure, parce que dans une fonction, je ne peux pas faire de DML. Et là, on a l'exemple ici en utilisant des row types au lieu d'utiliser. Puis le côté vraiment super cool là, d'une rangée, c'est que je peux m'en servir dans le values. Vous vous souvenez, dans un insert, j'ai insert into table, colonne, 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 values, ouvre la parenthèse, puis là, je liste toutes mes valeurs. Ben, si j'ai pris, comme dans le cas d'ici, un row type, je peux simplement passer le row type au complet sans être obligé d'y donner individuellement record.colonne, record.colonne. Et ici, j'aime pas la nomenclature. Voilà. Ça va les mettre dans l'ordre automatiquement? Oui, il fait le mapping automatique, tu n'as pas à t'en occuper. Fait que même si ça n'a Vraiment pas été sharp. ajouté avec, dans le begin dans le bon ordre, ça va le mettre dans le bon ordre en insert, quoi. Ouais, c'est pas important, étant donné qu'il est dans le record, il pourrait être même à l'envers. OK. Le record, lui, s'occupe de passer à values les valeurs dans l'ordre duquel s'attend de le recevoir dans la copie département. Parfait. Alors, on a un autre cas ici. Donc, j'ai fait le select directement dans le record.
et je peux venir faire la rangée au complet dans l'update. Donc, au lieu de faire 7 colonnes égales 7 colonnes égales 7 colonnes égales, j'ai le droit de dire directement 7 rows égale le record au complet. Donc, les records, c'est des gros raccourcis quand on veut manipuler une rangée au complet. Alors là, on commence à s'en venir vers un langage que vous connaissez et je vais y aller rapidement avant de terminer. C'est des structures que vous savez. La syntaxe est différente, mais le principe est exactement le même. Donc, un if, c'est un traitement conditionnel, c'est if condition, then instruction, puis ton if pourrait être terminé là. Par contre, si tu veux le poursuivre, puis que tu as une autre condition à tester, faites attention, l'orthographe du else-if là est très, très, très particulière. Premièrement, il est collé, puis deuxièmement, il n'y a pas de E. Et ce n'est pas la même chose qu'un else if, parce qu'il fait partie du même traitement. Et on doit toujours terminer avec un endif. Et remarquez, le endif, lui, il y a un espace. Puis là, c'est vraiment comme Java, je ne poserai pas 3 jours. Là. Par contre, les end, les or sont vraiment éplés au long. Donc, souvenez-vous, en PL, les 2 barres, c'est utilisé comme une concaténation. Alors, le ou, il est écrit or, le not, il est écrit not. Donc, dans le cas des if et des conditions, c'est la même syntaxe qu'on a appris en SQL. Tu peux utiliser les like, les is nul, les is not nul. Tu peux bien naturellement avoir un case. Les cases, on les a vus en SQL. Donc, c'est toujours des case when. Case, élément de ta sélection qui peut être ta colonne. When, valeur, then. C'est la même chose qu'un switch. C'est l'orthographe qui n'est pas pareil. Ou en fait, la syntaxe. Le else, c'est le default, puis il faut que tu finisses avec un end case. Si tu as mis une étiquette à ton case, des fois, c'est plus facile de dire, mettons, choix, ben, tu ramènes le end avec ton étiquette. On va voir des exemples. L'autre, c'est un case when, mais avec une condition. Puis là, la condition, c'est la même chose qu'un if. Là. Condition, par exemple, empno égale 22. Tandis que l'autre, ça aurait été la même chose, ça aurait été case, empno, when 22. Donc, il y a 2 syntaxes au case. Le case avec une variable qui est celui que vous connaissez, qui est le switch de Java, ou l'autre qui est un case when condition. Case, tu n'as pas la valeur de la variable ici. Et ici, tu mets une conditionnelle. Il n'y a pas de break entre les différents cas? Non, j'ai jamais compris pourquoi il fallait faire ça au Java quant à moi, mais bon. Non, il n'y a pas de break. Ça fait juste une instruction à la fois. Quoi. Non, tu peux avoir plusieurs instructions. Instruction 1. Ouais, mais mettons, parce que dans le fond, les breaks, ça bloque. Mettons, si on met qu'une valeur, elle va être 1 ou 2. Si tu ne mets pas de break, ça va faire. Puis que tu arrives à 1, ça va rouler le 1 puis le 2. Là, ça va juste rouler une des valeurs. Tant qu'à moi, là, c'est un peu légume. Okay. Parce que de toute façon, quand il est arrivé ici, qui est le label du deuxième, il devrait arrêter.
mais mettons que Java là-dessus n'est pas particulièrement brillant. Ça peut te servir pour faire des exécutions, mais dans ce cas-là, habituellement, tu serais mieux de mettre ton instruction dans une méthode puis l'appeler. C'est multilingue, puis tu veux qu'il fasse les deux, mais bon, c'est mon humble avis. Lui, dans le cas de PL, quand il accroche un when, il arrête. Le for loop, c'est un bloc. Donc, tu mets ça, tu peux le mettre dans un begin end et tu t'en viens ici à for i in. Ça, c'est de 0 à 9. Loop, DBMS output put line, end loop. Mettons qu'il est cool, celui-là, on va l'exécuter. On n'a rien vu. Qu'est-ce que ça va nous donner, ça? Ça, c'est un bloc anonyme, fait que tu peux l'exécuter directement à partir d'ici. Et on voit ici, il a fait la loupe. Les for avec des index, c'est moins utile, mais on va apprendre qu'on peut faire un for avec un curseur puis passer toutes les rangées d'un énoncé select. Donc là, je fais juste vous dire, là, on va à vitesse grand V, là, parce que là, on a passé tous les éléments de la syntaxe pour faire des boucles, pour faire des ifs, pour faire des cases. Vous savez comment créer des fonctions, vous savez comment créer des procédures. Et là, justement, ce que je vous ai dit, j'ai un curseur pour passer dans les départements. Fait qu'on va le transformer pour travailler avec Scott. Et moi, j'aime pas ça. Même si c'est un curseur implicite, là, vous l'appelez comme du monde. Curseur DEPT. Alors là, ce que je vous demande de faire, c'est de boucler c'est D-Name, hein, si je me rappelle bien. Dans votre table de DEPT, et ici, on vient afficher la même chose que ce que j'ai fait tantôt avec le for loop de 0 à 9, mais là, on va aller afficher tous les enregistrements de la table DEPT. Donc, for, tu nommes ton curseur in, tu nommes ton énoncé, et après ça, tu lui dis boucle. Donc, si je vous demande, est-ce que je suis mieux de faire ce bloc anonyme-là ou
Je vais enlever le curseur. Selon vous, qu'est-ce qui est plus vite? La ligne 1 à 5 ou la ligne 6? La 6. La Le 6. SQL. Oui, parce que la règle d'or, d'ailleurs, on l'a vu, c'est plus vite, même à l'œil. En fait, on ne force pas la base de données à faire des context switching. Donc, c'était bon comme exemple pour vous dire comment ça fonctionne, là, une boucle d'un curseur, mais tu ne feras jamais un curseur pour afficher toutes les rangées. Là. Ça n'a aucun sens. Et on achève. Alors, un curseur, c'est une zone mémoire que Oracle se déclare pour suivre les enregistrements. Implicite, ben, il en fait un tout le temps. Chaque fois que tu fais un énoncé SQL, Oracle génère un curseur implicite. Explicite, c'est toi qui vas le nommer. Cursor, puis tu vas mettre ton énoncé. On va le voir de toute façon un petit peu plus tard. Et ça ici, c'est la déclaration d'un curseur explicite. J'ai dit, c'est quoi le curseur? Et après ça, je fais un for sur le curseur. Et j'ai besoin d'une variable ici pour nommer l'enregistrement. Et là, j'aime pas ça. Moi, ça devrait être record. Parce que c'est un record. Donc, j'ai un curseur sur ma table des employés et je vais venir faire le tour. Donc, pour tous les records dans mon curseur, affiché. C'est la même chose qu'on a fait tantôt, mais là, je l'ai fait à l'aide d'un curseur explicite. Je l'ai nommé. Tiens, vous allez reconnaître ça. Et je peux même faire un curseur avec un paramètre. Je déclare ici mon curseur. Mon paramètre. Oups. En fait, ici, en déclarant mon curseur, il devrait s'appeler MP, ça serait un nom plus intelligent. Je m'en viens ici. Et là, j'ai utilisé une variable de substitution, mais j'aurais pu tout simplement y passer mon numéro de département. Loop. Puis là, vous savez que je ne serais pas heureux du nom de ce curseur-là non plus. Alors, même chose, mais faite avec un curseur auquel je passe un paramètre. Fait que mon paramètre, il pourrait m'être passé par en haut quand je fais l'appel
j'y passe. Ici, là, quand je fais mon for record in curseur, ça ici, c'est mon paramètre. Dans le cas ici, il est demandé, mais on pourrait aussi avoir passé directement 20. OK. Donc, on a fait la for. La façon, les deux autres boucles qui existent, c'est loop, que vous connaissez, qui lance la boucle, mais qui va vérifier sur le exit quand sortir. Et le while, condition est égale à true, loop, fait tout, end loop. Vous ne me verrez pas souvent utiliser des étiquettes, là, je ferai un exemple plus tard, mais donc, on a vu le for loop, le while. Alors, ce que je vous demande de faire, avant... Oh non, on va arrêter ça. Vous avez en masse travaillé pour aujourd'hui. Ça va être une bonne récapitulation au début du prochain cours, qui est demain, right? Ouais. Voilà, de faire cet exercice-là. Pour le moment, vous avez assez rushé. Donc, je mets ici, c'est le tournement. Alors, je tiens à tous vous souhaiter une belle fin de journée et on se voit demain. Essayez d'arriver à l'intérieur d'un délai de 30 minutes là, du début du cours. Et je comprends pour toi, Patrick, je ne lockerai pas le meeting. Là. Si tu ne files pas, il n'y a pas de trouble. Si tu n'es pas capable d'assister au cours, on comprend aussi. Si tu peux juste m'envoyer un mio avant, c'est apprécié. Sinon, je vous souhaite une belle fin de journée, la gang. Pareil. Bonne journée. Au revoir. Bye.